Hémicycle avec Arnaud Benedetti. Bonjour Arnaud. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme chaque mercredi dans le Grand Journal. Vous êtes professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Arnaud, Emmanuel Macron arrive aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Une visite surprise pour reprendre la main sur un dossier absolument explosif, et ce à moins de 3 semaines des européennes. C'est un dossier très compliqué. Finalement, ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie était manifestement prévisible, si l'on en croit les acteurs de terrain qui, pour nombre d'entre eux, avaient alerté, envoyé un certain nombre de signaux d'alerte aux responsables politiques, considérant que finalement, l'agenda législatif qui vise à procéder à une réforme constitutionnelle, en l'occurrence pour élargir le corps électoral, c'est-à-dire dégeler le corps électoral, était un sujet qui ne pouvait que, disons, ramener des tensions dans l'île. La réalité, c'est qu'en fin de compte, la cause matrice de tout cela, ce n'est pas tant d'ailleurs la réforme constitutionnelle que le référendum de 2021. Vous savez qu'il y avait 3 référendums qui étaient prévus. Un premier référendum où le oui, ou le non plutôt à l'indépendance l'a emporté. Un deuxième référendum où là aussi, avec un score plus serré de 53-47%. Et le troisième référendum en 2021 a été boycotté par les indépendantistes kanaks, il faut s'en souvenir. Ils l'ont boycotté considérant que, si vous voulez, la sortie de l'épidémie de Covid ne permettait pas, au regard en plus des us et coutumes j'allais dire à la communauté kanak, notamment pour les rites funéraires, de conduire une campagne, disons, dans des conditions qui soient des conditions optimales. Et c'est vraisemblablement là que l'on trouve, si vous voulez, encore une fois, la cause racine de ce qui se déroule depuis maintenant plusieurs jours en Nouvelle-Calédonie, avec un État. Vous savez, quelle était l'alchimie finalement des accords qui avaient été les accords de Matignon en 88 et les accords ensuite de Nouméa en 1998? C'était l'idée que l'État était à équidistance des différentes parties prenantes. C'était un arbitre. C'était un arbitre impartial. Entre d'un côté entre les loyalistes et les indépendantistes. Et manifestement, une des parties prenantes aujourd'hui considère que l'État a vraisemblablement, que les pouvoirs publics, que l'exécutif, en l'occurrence, que le gouvernement a donné des signaux qui étaient nettement plus favorables aux loyalistes qu'aux indépendantistes. Alors, c'est vrai qu'il y a des signes, un signe très intéressant et qui manifestement a récemment froissé peut-être une partie de la communauté kanak, c'est le fait que entre 2022 et 2023, par exemple, Emmanuel Macron nomme au sein du gouvernement une personnalité politique locale, Caldoche, du camp loyaliste, Madame Baquès, au gouvernement. Donc, si vous voulez, tous ces signaux ont été interprétés de la part, en tout cas, des indépendantistes, comme finalement le fait que l'État n'assurait plus ce rôle d'impartialité. Et donc, le voyage d'Emmanuel Macron vise à prouver que l'État était à nouveau un médiateur impartial ? Oui, il faut absolument, parce qu'il faut retrouver le chemin du dialogue. La réalité, c'est que c'est vrai que le dégel du corps électoral est inévitable. Vous ne pouvez pas interdire à des gens qui sont installés depuis plusieurs années, qui participent à la vie économique, à la vie sociale de l'île, de ne pas voter aux élections provinciales et éventuellement à l'occasion d'un futur référendum, même s'il n'y a pas de futur référendum pour l'instant, en tout cas, à l'ordre du jour. Cette nécessité était d'une certaine manière absolue. Mais est-ce que le timing qui a été finalement choisi est le bon timing? C'est la vraie question. Et aujourd'hui, en effet, la mission du président de la République, dans un contexte où l'ordre n'est pas rétabli quand même, clairement, on voit que sur le terrain, il y a encore des incidents, des barrages qui ont été reconstitués, notamment sur la route qui mène de l'aéroport à Nouméa. Je rappelle qu'il y a 60 km de route entre l'aéroport et Nouméa. Donc, il faut absolument que le président de la République essaye de reprendre la main. Comment va-t-il le faire? C'est la question à laquelle il va essayer de répondre durant les 12 heures où il se trouve en Nouvelle-Calédonie. Aux côtés notamment de Gérald Darmanin. Est-ce qu'il a eu tort de fixer un ultimatum en demandant qu'un accord soit trouvé entre loyalistes et indépendantistes avant fin juin? Très difficile, parce qu'en fait, si vous voulez, là aussi, l'un des autres éléments qui faisait partie un peu de l'alchimie des accords Matignon puis Nouméa, c'était on se donne le temps. On se donne le temps parce que la temporalité longue est un facteur qui est un facteur essentiel pour faire converger les positions des uns et des autres. Alors, il y a une situation qui est un peu différente de celle qu'on a connue entre 84 et 88. D'abord,
Les foyers de tension sont d'abord plutôt en zone urbaine, à Nouméa. Entre 84 et 88, c'était plutôt dans la brousse, en effet, que les tensions existaient. Ça, c'est une réalité. Deuxièmement, on a un phénomène d'émeute urbaine qui n'est pas sans rappeler, même s'il est quand même différent, il faut le dire, des émeutes urbaines que l'on a pu connaître, par exemple, au mois de juillet, lors de la mort de Naël dans un certain nombre de cités et de quartiers en France, avec, en effet, on s'en prend au symbole de l'État, mais on s'en prend aussi au commerce. Donc ça, c'est une réalité. Et puis la différence fondamentale, c'est que, si vous voulez, la classe politique n'est plus la même. La classe politique néo-calédonienne n'est plus la même. Certes, les camps existent, les loyalistes, les indépendantistes, mais ils sont beaucoup plus fracturés qu'ils ne l'étaient entre 84 et 88, et surtout, il n'y a plus de grandes figures fédératrices, de grandes figures charismatiques. Et donc les minorités les plus radicales prennent Oui, alors il y a le risque, Djibaou d'un côté, Lafleur de l'autre, et ces divisions internes à chaque camp rendent encore plus compliqué vraisemblablement la recherche d'une solution à court terme. Arnaud, c'est dans ce contexte qu'on apprenait hier ou plutôt ce matin, qu'une cyberattaque d'une force inédite avait frappé la nuit dernière un fournisseur d'accès à Internet dans l'archipel, peu après l'annonce d'ailleurs de la venue d'Emmanuel Macron sur place. Une attaque finalement stoppée. Ça confirme que les ingérences étrangères sont l'un des enjeux majeurs latents de cette crise. Oui, alors il y a toujours eu des ingérences étrangères dans le dossier calédonien, et d'ailleurs dans tous les processus que l'on a pu connaître par le passé, les processus de décolonisation. La guerre d'Algérie, je veux dire, était aussi quelque part le théâtre d'ingérences étrangères. Et là aussi, mais c'est en train d'évoluer, c'est-à-dire que il y avait là aussi, disons, durant les années 84-88, disons une zone d'influence qui était plutôt néo-zélandaise, australienne. Là, on voit que il y a notamment, en raison par exemple des ressources en nickel, le rôle de la Chine, qui n'est pas négligeable. Certains considèrent que, par exemple, l'effondrement des cours de nickel, la Chine n'est pas totalement étrangère à cet effondrement. Là, manifestement, ce que l'on croit, en tout cas, entendre de la part de cette cyberattaque, il semblerait que l'influence russe ne soit pas totalement à écarter. Donc, cette réalité est en effet une réalité qui pèse et qui tend encore plus, j'allais dire, la situation en Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup, Arnaud. Merci à vous, Benetti, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Bon après-midi, à la semaine prochaine.